Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aller à la rencontre d'un entrepreneur qui a de l'audace. Il n'a pas peur, il entreprend depuis un certain temps. Il a créé une solution écologique et qui améliore la santé de l'autre. Je vais aller rencontrer Youssef. Milieu défavorisé, j'ai pas eu de subvention, j'en ai eu zéro et pourtant, je lâche pas. En France, il y en a plein qui disent on n'aime pas l'échec. Moi, je dirais plus on n'aime pas la réussite. Des choses simples à réaliser sont parfois les plus compliquées à mettre en place. L'argent, il part et il revient. Mais le temps, lui, quand il part, il ne revient pas. Bonjour, je m'appelle Michel Coury. J'ai décidé de lancer mon émission, mon podcast en immersion chez des entrepreneurs, tout simplement pour vous apporter de la motivation et de l'inspiration. Alors moi, je suis dans la motivation et l'inspiration, mais il y a des personnes, des entreprises qui peuvent vous apporter du concret, de la technique, pour vous apporter des conseils. Tu parles de concret? Oui. Alors le concret, c'est moi, si tu veux. Bah vas-y. Bonjour, je m'appelle Julien, je suis le fondateur de Seyo. Seyo, au départ, c'est une agence qui accompagne les entrepreneurs pour créer leur stratégie marketing, pour ne pas se planter quand on démarre son activité. Ce qu'on a surtout construit, c'est une plateforme pédagogique en ligne qui combine des outils interactifs et du contenu pédagogique pour vous donner la possibilité de vous lancer, de corriger votre stratégie marketing et de réussir sur le marché de la façon la plus simple possible, au tarif le plus bas possible. On va l'appeler. Salut Youssef, tu vas bien? Bon, je suis là, hein, quand tu veux. Ok, à tout de suite. Il arrive. Oh Youssef, ça fait plaisir de te voir. Tu vas bien? Ça va et Ça toi? se passe? Merci. Écoute. C'est 3 à Montpellier. Ah, c'est 3 à Montpellier, Eh ouais, ouais, on sait c'est jamais trois. en fait. Bon, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Merci Très bien. de me recevoir. Mais grave, mais je pense que c'est important de se voir. Ah bah, complètement, tu sais moi, tous les jours j'apporte de la motivation sur les Grave, réseaux. grave. Et Les franchement, gens ils ont peut-être marre de mon histoire. Et je pense que la Moi, tienne, j'en ai pas eu ça marre, va aider beaucoup de personnes. je pense que c'est le moment que j'en parle aussi. Ok. T'as un petit endroit où on peut s'installer? Ouais, bah écoute, justement, si je t'ai donné rendez-vous ici, c'est pas pour rien. Ok. C'est vraiment top. Et on va pouvoir s'installer et Génial. discuter. Je suis à toi. On Et y bah va. top. Je te Let's go. suis. Vas-y. Youssef, ça me fait trop plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, c'est un plaisir partagé vraiment. On se connaît pas depuis très longtemps. Pas très longtemps. Et le peu que je t'ai vu, bah, tu m'as inspiré. Et s'il y a un mot que j'ai envie de t'attribuer aujourd'hui, c'est l'audace. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je suis tombé sur une de tes vidéos sur les réseaux où tu pitchais j'ai du mot avec ce mot pitcher là. Tu présentais ton produit dans le métro à Londres. Ah ouais. Je dis, non mais ce gars, il a de l'audace quand même, parce que c'est pas facile, c'est pas dans ta langue, et il faut le faire dans un métro. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ta vie, pour se lever le matin et créer un coton-tige? Bah, écoute, il se passe beaucoup de choses. L'histoire, elle est un peu longue. Ok. Moi, je suis issu d'une famille d'immigrés. J'ai grandi dans un quartier. J'ai fait des études. J'ai évolué en tant que chef de projet en informatique. Et j'ai toujours eu cette flamme, cette envie de créer quelque chose de nouveau. Et j'ai toujours cherché à faire quelque chose aussi d'utile. D'accord. J'ai vu que pendant longtemps, il n'y avait rien de nouveau, en tout cas sur le coton-tige. Pour la petite info, quand j'étais petit, je m'enfermais à double tour pour me nettoyer les oreilles. Ok. J'avais peur qu'on me tapait tout simplement le coude et que je me blesse. Donc, petit, t'avais peur de ça? Ouais, déjà petit, ouais. Ok. Alors, j'ai pas d'histoire à te raconter où je me suis perforé le tympan, c'est suite à un trauma ou etc. Non, c'est pas du tout ça. Là, vraiment, c'était l'envie, en tout cas, d'apporter quelque chose de nouveau. Et il semble que, en 2019, j'ai vu qu'il y avait un article qui était passé. C'était la loi de la biodiversité. En fait, D'accord. c'est une loi qui consiste à retirer les plastiques à usage unique du commerce. Je connaissais déjà pas mal de solutions qui existaient sur le marché pour le nettoyage d'oreilles. Moi, j'étais pas convaincu. Donc, un soir, j'avais commandé en fait toutes les solutions. Alors, il y en avait qui étaient plus ou moins intéressantes, mais à chaque fois, c'était pas, voire très peu abouti. Parfois, c'était très dangereux. Les solutions qui sont chez moi, que j'ai jamais encore mis dans l'oreille et que je mettrai d'ailleurs jamais. Je me suis dit, si je devais innover et penser à une nouvelle solution, à quoi elle devrait ressembler. Donc j'ai pris un papier un soir, comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je t'ai dit. Ok. Et puis je me suis dit, je vais commencer à regarder qu'est-ce qui est bien sur tel produit, qu'est-ce que je peux apporter, comment je peux l'améliorer. Alors j'avais fait un petit peu de dessin industriel, donc j'avais un petit peu cette facilité à essayer de mettre sur papier, en tout cas. À retranscrire ce que tu voulais sur un papier. Exactement. Et puis je me suis dit, tiens, si je partais sur l'idée de la vis d'Archimède, en fait, c'est cette vis sans fin, pour vulgariser comme un tire-bouchon, Okay. auquel je mettrais une butée
Comme ça empêcherait d'aller trop loin. Et il faudrait jouer sur un matériau qui soit souple pour pouvoir s'adapter au conduit auditif. Donc, moi, je suis pas du tout de ce domaine, en fait. Ta question, elle est vraiment très légitime parce que de base, je disais, je suis dans l'informatique et je suis tu passais d'un monde à un autre, en fait. Exactement. Donc là, complètement. Donc j'ai fait des petites recherches et je m'aperçois que le conduit auditif, il est incurvé. Et là, je me dis, ah, ok, donc là, c'est vraiment aussi une question de trouver une solution qui va s'adapter au conduit et non pas une solution qu'on va essayer d'adapter à notre conduit. Donc j'ai travaillé sur cette souplesse-là. Donc bien évidemment, au début, il n'y avait pas du tout de souplesse. C'était une solution juste sur papier qu'il a fallu que je prototype et que j'ai par la suite prototypé. Voilà un petit peu la genèse de ce projet-là. Arrivé là. Exactement. Et on rentrera dans l'histoire du coton-tige un peu plus tard, mais Yes. toi, t'as toujours voulu être entrepreneur ou c'était pas du tout ta voie? Alors j'ai toujours voulu faire quelque chose, en tout cas entreprendre des choses. Depuis tout petit, j'essayais déjà de voir un petit peu quel genre de commerce je pouvais faire. Moi, je me rappelle un jour, il y avait une sortie, c'était pas une sortie, mais c'était tu sais, la classe des neiges. Ok. Et donc ça avait un coût. Donc, bien évidemment, mes parents ne pouvaient pas tout supporter. Et à l'époque, ils nous avaient donné des calendriers. Et en fait, ils nous disaient, bah voilà, les calendriers, vous pouvez les vendre. Il fallait faire du porte-à-porte. Donc je crois à l'âge de 12 ans déjà, je me faisais retrouvais. déjà ça. Ouais, je toquais chez les gens. Et puis je leur vendais des calendriers. Et ça nous avait permis de collecter une petite somme pour pouvoir aider en tout cas à participer à ce voyage. Donc j'avais déjà ce contact avec les gens et j'avais tout de suite vu. Je te comprends en fait. Déjà à ta jeunesse, tu voulais déjà entreprendre. Moi, pareil, quand ma mère elle avait une boutique, une épicerie à Dakar, au Sénégal, et moi tous les matins, enfin toutes les après-midi, je finissais l'école. Elle ouvrait sa boutique. Moi, j'arrivais à 16h et elle à 17h. Donc du coup, j'attendais et tout. Et jusqu'à 19h, en fait, je tenais la boutique avec elle, mais de 5 ans à l'âge de 13 ans. Et je servais les clients et tout, tu vois, j'avais déjà même la caisse et tout. Il fallait que je monte, je me rappelle, sur un tabouret pour arriver à la taille, à la même taille. Et c'est vrai que quand tu fais ça petit, toi, ce que t'as fait, et ce que j'ai fait, ben, quand tu arrives un peu plus tard, quand tu es plus grand, ben, t'as envie, ça donne un peu de la force pour entreprendre. Parce que tu as baigné là-dedans, en fait. Tu as d'autres trucs comme ça que tu vendais? Ouais, j'en ai plein d'anecdotes comme ça. J'avais même travaillé, j'étais livreur de pizza et puis après j'ai gagné un petit peu d'argent, donc j'ai racheté des petites choses, on va dire d'occasion que j'essaie de revendre un peu plus cher. Voilà, donc il y avait plein de choses comme ça. Je m'en rappelle une fois aussi, c'était quand j'avais 15-16 ans, j'ai récupéré du stock d'Aubervilliers, tu sais, les grossistes de vêtements. J'avais pas suffisamment d'argent, donc on était à plusieurs et donc on achetait des pulls et je les revendais à des gars de ma classe. Donc, ouais, mais voilà, mais je crois que l'entrepreneuriat, franchement, quelque part, entreprendre le commerce, parce que là, c'est du commerce, c'est inné, en fait. Tu l'as un petit peu ou tu l'as pas. Je suis assez d'accord, ouais. Et malheureusement, quand tu l'as, tout n'est pas fait pour t'amener à réussir. Et je dis pas ça pour taper sur des gens, mais je dis ça parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il manquerait une école du business, mais une vraie. Une école où on va t'apprendre à créer un vrai business, à aimer le business, une école de la réussite, en fait. Mais en gros, tu as un projet, tu veux le mettre en place, et ces gens, enfin, qui vont te former, ils vont te former à apprendre à aimer la réussite. Parce qu'en France, il y en a plein qui disent on n'aime pas l'échec. Mais moi, je dirais plus, on n'aime pas la réussite. Tu vois, on n'aime pas la réussite. Même des fois, on a peur de réussir parce que on s'imagine pas qu'on peut, quoi. Mais toi, tu es tout le contraire de ça parce que tous les jours, c'était une réussite pour toi, en fait. C'est ça, c'est que je pense que le fait d'essayer déjà, c'est une première réussite parce que ça permet de mettre le pied à l'étrier et on se retrouve face à des choses où, dans tous les cas, on n'aurait jamais pu faire face si on n'avait pas essayé. Et je pense qu'aujourd'hui, ben, c'est peut-être cette peur de l'échec qui voile un petit peu cette réussite, voire même ce chemin de la réussite. On a tous, en fait, on pense tous au départ qu'il y a un chemin, qu'il y a une recette miracle magique, pour pouvoir réussir. Et non. Donc la réponse pour moi, clairement, c'est non. Et il faut vraiment se ménager, sortir, essayer et faire plein de choses. Et il y a que comme ça où on va pouvoir voir dans quoi on est bon
et pouvoir se perfectionner au fur et à mesure. Et à partir de là, s'enrichir de connaissances, s'armer d'un réseau aussi, Oui. pour pouvoir en tout cas aller vers la réussite. Évoluer. Mais Évoluer. d'ailleurs, tu connais mon slogan. L'échec, c'est de... L'échec, c'est de... Tu connais pas? Si, tu connais. Franchement, tu es obligé. Attends, L'échec, c'est quoi? C'est de... C'est de... L'an. C'est de l'entraînement. Bravo. Ah non, mais ça, ouais, tu m'as triomphé. Je me suis dit, si je peux pas lui répondre. Ah, quand même, tu te rappelles pas de mon slogan. Non, mais ouais, c'est ce que je dis tout le temps, moi, en fait. Il faut y aller, il faut foncer, Oui, bah il oui, faut se c'est planter. clairement, c'est effectivement ça qu'on ressent à travers tes posts. D'ailleurs, moi, je te suivais depuis un petit moment, et puis je voyais en fait tout cet aspect et tout ce côté positif que t'envoyais, et en fait, clairement, tu montres que, en fait, l'échec, il faut pas en avoir peur. C'est pas, voilà, c'est pas une honte en tout cas d'échouer, et que bien au contraire, c'est à travers cet échec-là, pour revenir à ce que mes tu disais. meilleures formations, apprentissages ou expériences, c'est à travers mes échecs. C'est là où, quand tu as un échec, tu as un problème ou une galère, quand tu te sors de ça, quand tu réussis à trouver une solution et que tu arrives à en sortir, déjà, c'est ça la réussite pour moi. Et t'apprends. Moi, j'ai vécu une faillite. Ça a été très très dur. Mais maintenant, aujourd'hui, quand je prends le recul de ça, je me dis mais c'est la plus belle expérience que j'ai eue parce que je ne vais pas recommencer. Bien sûr. Et je connais toutes les modalités, toutes les problématiques, toutes les erreurs que j'ai faites, que ce soit des erreurs humaines ou logistiques et tout, pour pas me retrouver dans une situation compliquée. Tu m'as parlé d'anecdotes justement un peu plus tôt sur l'entrepreneuriat, et là ça a fait écho en moi là tout de suite quand tu viens de parler de faillite. En fait, en parallèle, en fait, lorsque j'étais chef de projet et que je bossais en CDI, etc. J'avais ouvert un resto. C'était une très belle histoire qui a duré 3 ans. Okay. Et pareil, en fait, j'ai connu une faillite un petit peu différente. C'est plutôt, en fait, j'ai récupéré un commerce dans lequel, on va dire, c'était un petit peu pourri à l'intérieur parce que le commerce est en procédure. Et donc, j'ai fait plein d'efforts qui n'ont pas permis, en tout cas, au commerce de passer outre cette procédure judiciaire avec des voisins. Et puis voilà, donc en fait, c'était un gros investissement. Là, je venais de perdre plus de presque 200 000 euros. Ah, d'accord. Ouais, parce qu'il y avait 3 ans, j'avais des salariés. J'ai même matin, en fait, j'étais, comment on appelle ça, sur TripAdvisor. J'ai eu le certificat d'excellence 5 étoiles. Oh ouais. Et j'avais créé un concept entre un Starbucks, un burger et un salon de thé. En fait, l'idée, t'es une nana, tu rentres. Je dis nana parce que tout ce qui est, on va dire, restaurant, etc., elles ont un peu plus de goût, on va dire, que prononcé que les hommes. Et donc, en fait, l'idée, c'était, si j'arrive à séduire cette gente féminine qui est très exigeante, c'est synonyme, en fait, de réussite. Donc, vraiment, j'étais focus sur ça. Ça a été un vrai succès jusqu'au jour où j'ai eu cette décision judiciaire qui a fait que il fallait que je ferme, et un bail qui s'arrête, l'entreprise elle vaut plus rien. Et c'est à ce moment-là, en fait, où je te rejoins, où il a fallu vraiment que je passe à autre chose. Et au final, je m'étais rendu compte que j'avais appris énormément de choses et que cet échec-là, fallait pas que je reste dessus. Il fallait vraiment que je continue d'avancer et que je rebondisse. Voilà. On a un point commun, on est père de famille. Exactement. Et je crois que nos enfants, ils ont un peu les mêmes âges. Ouais. Et j'en ai un de plus que toi, je crois. J'en ai 2. Non, 3. T'as 3? Je t'ai battu. Ah, tu m'as battu. Et ça va, la vie d'entrepreneur avec les enfants? Alors, la vie d'entrepreneur, elle est vraiment incroyable, mais c'est galère, elle est très sportive. Elle est très sportive parce qu'en fait, là, le sujet que tu viens d'ouvrir, c'est quelque chose que j'en ai jamais parlé. Okay. J'ai jamais laissé transparaître, en tout cas, quoi que ce soit sur ma vie perso et sur aussi le côté parent. Donc, moi, il y a une particularité, c'est que oui, je suis solopreneur parce que j'entreprends, j'ai pas d'associé. Mais j'ai cette expression où je dis souvent, je suis soulopreneur parce qu'en plus de ça, je suis papa à temps plein. J'ai des enfants que je garde seul au-delà de mon entreprise que j'ai à côté. Et c'est vrai que c'est très rythmé, on va dire,
c'est un emploi du temps qui est vraiment digne d'un emploi du temps militaire, en fait, qui commence très tôt le matin. Pour aller à l'école, qui finit très tard aussi le soir. Donc ouais, moi le matin, c'est je leur fais le petit-déj, je les dépose. Là, ça va, ils sont inscrits à la cantine, mais pendant le début de l'année, c'était assez compliqué parce qu'il fallait, il y en a une qui finissait à 11h30 parce qu'elle est encore en primaire, l'autre qui finissait à 12h30. Donc je faisais pas mal d'allers-retours. Donc ça, c'est des choses qu'on voit pas. Et c'est très bien que tu en parles parce que aujourd'hui, moi, ce que j'essaie énormément de donner comme information et partager, c'est vrai que je partage beaucoup sur l'entrepreneuriat, sur mon aventure. J'hésite pas à montrer quand ça se passe bien, mais également quand ça se passe mal, bien notamment sûr. Un procès d'un concurrent qui essaye il essaye vraiment tout pour qu'on arrête, mais au final, on a gagné une première manche. Et voilà, on a déjà dépensé plus de 60 000 euros. Voilà, donc j'essaie aussi d'en parler. C'est aussi de dire que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se plaignent de pas avoir eu d'aide de différents organismes et que à cause de ça, c'est beaucoup plus lent, qu'ils ont pas de trésorerie, etc. ou qu'ils viennent de milieux défavorisés. Okay. Moi, voilà, j'ai coché exactement les mêmes cases qu'eux, c'est-à-dire milieu défavorisé. J'ai pas eu de subvention, j'en ai eu 0. Okay. Et pourtant, je lâche pas. Donc ça fait plus de 3 ans. En fait, toi, tu te donnes pas d'excuses, quoi. Voilà, je me donne pas d'excuses. Et quand je vois des excuses comme ça passer, sachant qu'en plus de ça, j'ai ma vie de papa, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui disent c'est dur d'entreprendre parce qu'on est des mamans, et en plus de ça, vous savez pas ce que c'est, on a des enfants. Moi, vraiment, j'en parle jamais. J'ai jamais fait de post sur ça. T'es papa monoparental. Voilà, je suis papa monoparental. Ouais, donc en fait, je gère tout de A à Z seul. C'est ça. Donc quand je les vois se plaindre sur ça, alors je comprends que c'est compliqué. Effectivement, c'est toujours bien de créer, de passer son coup de gueule, et puis ça passe. Mais en fait, moi, je suis vraiment dans tous ces critères-là, en fait. Et pourtant, je suis là, je te parle, j'ai un gros sourire, et il y a rien qui va m'arrêter, en fait. Donc je suis déterminé. T'as parlé d'audace. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on rentre dans un métro et qu'on parle? Et en fait, tout ça, on a conscience qu'on porte quelque chose de tellement lourd que, au final, c'est de la rigolade un métro. Moi, si je pouvais pitcher dans plein vol, je le ferais, en fait. Ouais, mais toi, c'est parce que le fait, tu dissocies les choses. Par exemple, ton boulot, ton projet professionnel, il est important, mais ta plus grosse responsabilité, c'est la chose la plus importante que tu dois gérer, c'est tes enfants. Exactement. Et le truc, c'est que chaque décision que tu vas prendre dans le monde professionnel va avoir un impact direct dans ta famille. Et ça, quand tu le comprends, c'est le travail n'est plus la plus grande peur, tu vois. C'est ça. Je pense que aujourd'hui, la peur de l'échec n'est plus en fait une peur qui est liée à l'entrepreneuriat, mais plutôt une peur d'échouer dans sa vie familiale. Parce que aujourd'hui, c'est vraiment sur ça où on puise son énergie, sa force, et il y a des choses qu'on peut pas rattraper. Je m'explique, une entreprise, on peut la fermer, on peut perdre, repartir à zéro, mais quand on a les appris et qu'on a ces skills qui nous permettent d'entreprendre et qu'on a compris, on a pris une bonne leçon ou une bonne claque, on sait comment bien entreprendre, en tout cas en ne réitérant pas toutes ces erreurs-là qu'on a pu avoir au passé, c'est-à-dire ouvrir une entreprise avec un associé, c'était pas le bon, avoir mis de l'argent sur des mauvaises choses, trop persévérer sur un projet qui n'a pas de sens, toutes ces petites erreurs. En plus tes marques, voilà. Et tu gagnes du temps. Alors que lorsqu'on échoue sur l'éducation de son enfant ou sur d'autres choses, malheureusement le temps revient pas. Voilà, on va dire le ratio temps versus ce qu'on va perdre, il est pas toujours l'argent il part et il revient, mais le temps lui quand il part il ne revient pas. Il ne revient pas du tout, et on s'en rend bien compte aujourd'hui. On a énormément de signes quand on a des enfants, on le voit clairement, quand on les voit grandir, quand on les voit changer de classe, quand on les voit vraiment. Tu vois, moi, il y a beaucoup de gens qui parlent, tu vois, du monde de l'entrepreneuriat avec les enfants, que c'est dur et tout. Mais moi, en réalité, je trouve que c'est plus facile. Parce que quand tu es entrepreneur, tu es ton propre patron. Ouais. Et que tu as un problème à l'école, ton enfant, il est malade. En tant que salarié, c'est compliqué, même s'il y a des règles qui font que tu peux partir, bien sûr. Mais quand tu es entrepreneur, tu peux te poser pas la question. Et moi, dans mon pressing, ça m'est arrivé
une ou deux fois où mon aîné tombe malade à l'école, bah, je ferme le pressing, j'y vais. Et c'est un peu une sorte de liberté, tu vois, et pas trop une contrainte. Et après, bah, il faut réussir à faire en sorte que ben le travail ne prenne pas le dessus sur la famille, parce que quand tu es entrepreneur, tu as tendance, surtout au départ, à vivre même à la maison, Ouais. vivre dans ton entreprise. Tu vois, tu penses qu'à ça, tu penses qu'à ça, tu penses qu'à ça. Et du coup, en fait, tout ce qui va venir autour, bah, tu vas un peu le mettre de côté. Et le jour où tu arrives à trouver cet équilibre, de pouvoir profiter des enfants et en même temps bosser et en même temps gagner de l'argent, bah, c'est tout bénef. Exactement. C'est là, ça c'est. Je pense que avant d'arriver à là, je pense on s'aperçoit Mais que il faut se planter. voilà, et puis faut se planter et il faut toujours réfléchir et voilà, bah, toujours se rappeler que bah chaque décision aura un impact sur son foyer et que bah voilà, donc il y a des choses qui vont forcément primer. Donc là où tu expliques que bah voilà, on est entrepreneur, faut pas oublier. Moi aujourd'hui, ce que j'avais du mal en fait à comprendre et quand je reviens en arrière, en fait, pourquoi j'ai voulu entreprendre? Parce que j'ai voulu avoir cette autonomie, cette indépendance, mais aussi cette liberté. Et souvent on se dit bah j'entreprends pour être tranquille après. Ok. Bah en fait, c'est faux. On entreprend pour être tranquille maintenant, dès à présent. On entreprend maintenant, on peut faire ce qu'on veut, on peut travailler à l'heure qu'on veut. C'est comment bien ménager en tout cas ces journées, bien les organiser. Et en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que demain, bah, si tu as quelque chose à faire, eh ben tu fermes ta boutique ou bien ben voilà, tu te déconnectes et tu fais ce que tu as à faire. Alors quand je dis ça, on est libre, etc. Ça veut pas dire que je travaille pas beaucoup. Ça veut dire que c'est mon choix. Je suis libre si je veux passer une nuit blanche à travailler parce que je kiffe, parce qu'il faut savoir aussi que j'aime entreprendre. C'est un plaisir que j'ai. Et aujourd'hui, je m'interdis d'entreprendre en mode en train de subir oui. et être dans une pression. Alors oui, il y a toujours de la pression, il y a toujours des choses qui tombent, mais c'est différent. Je parle pas de ce type de pression d'un client qui passe une grosse commande et que je dois passer toute la nuit pour l'honorer. Ça c'est quelque chose, mais je parle surtout de ne pas au quotidien en tout cas subir et être dirigé par mon entreprise. C'est pas mon entreprise qui va diriger ma vie. Tu veux pas devenir prisonnier de ton entreprise. Exactement. On va bientôt arriver à la fin de l'émission du podcast. J'ai envie que tu fasses passer un message rapide à toutes les personnes qui vont nous voir, nous écouter, à tous ces jeunes ou moins jeunes qui veulent entreprendre ou qui entreprennent déjà, qui sont sous l'eau preneurs. Un message que tu as envie de leur faire passer pour qu'ils gagnent en motivation et qu'ils aient de la force. Un message qu'il faut, en fait, c'est surtout se garder en tête que il faut rien lâcher. Et il faut toujours s'inspirer des meilleurs. Il faut vraiment toujours penser à sa famille, puiser son énergie du plus profond de soi. Se rappeler aussi pourquoi on se lance. Parce que souvent on se lance et après on oublie l'origine. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je m'étais rappelé pourquoi en fait je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat. Au final, c'était pour être libre et si c'est pour se retrouver enfermé et être prisonnier de son entreprise, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Pour moi vraiment un des conseils, c'est ça, et d'être bien entouré et de revenir un petit peu sur quelque chose que je dis souvent. Le trésor d'un entrepreneur, c'est son réseau. Il faut pas hésiter à développer son réseau et à parler et aller à l'encontre, que ce soit pour rencontrer des gens, pour entreprendre. Dans tous les cas, il faut sortir, il faut faire les choses et il faut pas s'isoler, quoi. Merci pour ton message. Yes. Ça, c'est ton produit. Ça, c'est mon produit. C'est celui que tu m'as fait tester tout à l'heure. Exactement. Est-ce qu'il t'a fait mal dans l'oreille? Non. D'ailleurs, je vais le mettre direct. On va le faire en live. Hop. Super. Donc, je tourne. Tu montres pas le résultat? Non, je montre pas le résultat. Waouh. Alors, c'est une belle innovation. C'est une belle histoire aussi. Alors, comme je te disais tout à l'heure, je suis parti d'un dessin. Ce dessin-là, j'ai dû le prototyper. Et une fois que je l'ai prototypé, alors j'ai pensé à apporter la première version. Donc là, ce que je te tends dans les mains là, c'est vraiment le tout premier. Alors même la boîte en bambou, il y a une histoire.
Je m'étais arrêté chez un jardinier. Ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Il est beaucoup plus balèze. Ça pourrait être pour un autre projet, non? Ouais, c'est pour un autre projet. Alors non, à la base, c'était vraiment le modèle V1. C'était le prototype que j'avais fait et que je m'étais moi-même utilisé. En fait, alors ça m'a fait mal. C'était un peu rigide. Ça a fonctionné. Et c'est avec ce produit-là, en fait, que je suis parti rencontrer le syndicat des ERL. Ils ont trouvé l'idée vraiment intéressante et ils m'ont dit de le faire beaucoup plus souple, plus fin, etc. Et puis après, on est arrivé à cette solution qui est sans danger, simple, efficace et totalement réutilisable. Et juste pour info, les choses simples à réaliser sont parfois les plus compliquées à mettre en place. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi rappeler aux entrepreneurs que ça peut paraître simple, que ça peut paraître simple, mais derrière il y a du travail. Exactement. Et sur ces mots, je voudrais te dire bravo. Merci. Parce que tu t'en rends pas compte toi, mais tu donnes de la force à beaucoup de monde. Et ne t'arrête pas, continue, ne lâche rien. Et merci. Juste avant qu'on termine, merci au restaurant Oumi de nous avoir reçus aujourd'hui. C'est des amis à toi. C'est des amis à moi que j'ai connus. On est où? Parce que moi, tu sais, je suis de Montpellier. Si tu juste peux situer. Là, on est dans le 20e. On n'est pas très loin du cimetière du Père-Lachaise. Ok. On est place Gambetta, vraiment juste à côté. Alors, c'est des amis que j'ai connus dans mon histoire, dans mon aventure de restauration. Ils venaient énormément nous voir, ils ont suivi notre histoire. Et là, aujourd'hui, ils ont réouvert un bel établissement. Et donc, voilà, donc ils sont dans le 20e, Virginie et Farid. Sur Paris. Sur Paris. Ça s'appelle Cantine Oumi. Et c'est excellent, ils font que des produits bio. Et en plus de ça, ils distribuent même notre produit parce qu'ils ont un petit coin épicerie, comme tu as pu voir tout à l'heure. Tu lâches rien, toi. Est disponible chez eux. Bon, Youssef, merci. Merci à toi. Prends soin de toi, de la famille. Et un vrai plaisir. À très vite quand je reviens sur Paris. À très vite. T'es le bienvenu. Merci. Merci à toi. Youssef, à bientôt. Prends soin de toi. Au plaisir. Toi aussi. Mais attends, qu'est-ce qu'il fait là? Viens. Viens. Salut Michel, comment ça va? Tu vas bien? Tu vas bien et toi, ça va? En forme? Ça se passe tranquillement? Ouais. Et toi? Ah, salut Youssef, comment ça va? Tu vas bien? Tu vas Ça va toi? Tranquillement? Tranquille. Bah, Hicham, si tu devais définir Youssef en un mot, tu dirais quoi? En un seul mot, c'est quelque chose de très compliqué. Mais si je devrais choisir un seul mot, c'est explosivité. Explosivité. Hicham, c'est Hicham Habari, c'est le fondateur de The Workers, la Works, comme vous voulez, le meilleur réseau parisien en France et peut-être même d'Europe et peut-être même du monde. Donc n'hésitez pas à aller le suivre sur tous les réseaux. Merci Michel. Et c'est quand même grâce à toi si je connais Youssef. On est là pour networker et apprendre. Et soyez tous là, ok? On vous attend. Et merci à vous deux en tout cas. Ciao. Ciao, à plus.